Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée qui me tient particulièrement à cœur. Mais avant de vous en dire plus, j'ai quelques informations à vous partager. La première, c'est que je suis en train de créer un comité éditorial du podcast qui se réunira pour la première fois début décembre pour préparer 2023. L'objectif fondamentalement, c'est de toujours améliorer le podcast, mais plus précisément, ça va être chaque mois de recueillir votre feedback sur les épisodes passés et d'échanger sur les thématiques prochaines à aborder. Alors, vous pouvez choisir de nous rejoindre sans forcément vous engager pour être là tous les mois, sans forcément vous engager à avoir écouté tous les épisodes. Voilà, ce qui compte, c'est votre intérêt pour le podcast et votre envie d'y contribuer. Alors, plusieurs PS néanmoins. Je cherche des managers, des dirigeants et des professionnels des RH qui travaillent en entreprise uniquement. C'est important pour avoir leur retour terrain. La deuxième PS, c'est que moins on est expert, plus on est légitime, parce que c'est intéressant d'avoir justement votre regard. Le troisième, c'est que je veux bien des hommes. J'ai que des candidats ou presque, alors que l'audience du podcast est totalement mixte. Donc j'aimerais bien avoir un comité éditorial représentatif de l'audience. Et le dernier PS, c'est que si vous écoutez cet épisode bien après novembre 2022, la proposition est toujours valable, c'est amené à vivre, à évoluer. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est que la série des épisodes, donc des podcasts minutes sur les hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales que je vous propose le lundi donc, semble bien vous plaire. Donc j'en suis ravie, ça a l'air de vous être utile, je le vois à la fois dans les statistiques et dans vos retours directs. Donc si vous ne les avez pas encore écoutés, allez les écouter. Et si vous les avez écoutés mais que vous voulez mettre en place des choses très concrètement, en étant soutenu par moi, par un collectif, en ayant des exercices à appliquer, pour pouvoir profiter de ces derniers mois de l'année pour préparer de nouvelles bases pour démarrer 2023, je propose très exceptionnellement, je ne pense pas le refaire, une série d'ateliers fin novembre et décembre, donc c'est 1 heure les vendredis midi, et vous pouvez vous inscrire à un seul atelier ou plusieurs, c'est selon votre choix, les liens sont dans les notes de l'épisode. Le troisième PS, c'est que pensez à vous abonner sur le podcast, au podcast, sur votre plateforme préférée. Vous le savez, je vous en ai parlé, si le podcast vous plaît, 1, ça vous évite de rater des épisodes, 2, ça me permet de faire connaître le podcast et de le faire durer encore et encore. C'est important, tout comme le fait de noter le podcast et de le commenter. Je vous en remercie. Donc on revient à l'épisode du jour. Je vous disais que j'avais le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir une dirigeante extrêmement inspirante. C'est aussi une personne que j'ai le plaisir de suivre depuis plus de 10 ans et qui a joué, sans forcément le savoir, un rôle très important dans le lancement de ce podcast il y a 4 ans. Donc cette personne, il s'agit de Clotilde Dussoulier. Clotilde, que vous connaissez certainement, qui a le podcast Change ma vie. Alors Clotilde, je la suivais en tant que blogueuse culinaire, qu'elle était, alias Chocolate and Zucchini. Et en 2009, je faisais son pain au levain. Vous voyez, Clotilde a toujours eu un temps d'avance. Et c'est vrai que la création de son podcast, qu'elle a lancé en 2017, et donc Change ma vie, outil pour l'esprit, à l'époque où il y avait peu de podcasts en France et encore moins sur la partie développement personnel, et auquel elle a adjoint un programme de coaching, Change ma vie, mode d'emploi. Mais on en parlera pendant l'épisode. Alors, je pense que vous êtes curieux de savoir quel rôle elle a joué dans la création de ce podcast. Et bien tout simplement, en 2017, j'avais moi aussi cette petite idée de l'entreprise de demain qui me trottait dans la tête, mais j'étais complètement bloquée par la partie technique. Et donc j'ai contacté Clotilde qui gentiment m'a répondu par email et m'a envoyé absolument toutes les informations, son ingé son, son matériel, etc. pour pouvoir lancer mon podcast. Donc c'est grâce à elle que ça a commencé parce que c'était pour moi un point de blocage important. Donc je suis doublement ravie d'avoir Clotilde aujourd'hui et récemment on échangeait ensemble de justement son rôle de manager. Elle écoute, j'ai la chance de la voir aussi comme auditrice du podcast et on a parlé de la gestion des émotions dans le management puisque la gestion des émotions c'est quand même le cœur de son sujet et voilà de
quelle était la place que ça avait aujourd'hui dans le management, la place qui serait bien que ça prenne, mais aussi comment, vous savez que j'aime bien qu'on aborde le comment on peut gérer les émotions, mais les émotions, à la fois les émotions de succès, enfin dans les moments de succès, d'activité intense, que dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de conflit. Et puis de l'impact de cette conscience et de la gestion de ces émotions sur le développement de notre leadership et sur nos équipes. Donc on va aborder tout ça pendant tout l'épisode. Clotilde va nous donner pas mal d'astuces. Et à la fin, donc allez bien jusqu'à la fin, Clotilde va nous partager un guide en tant que manager sur comment est-ce qu'on peut aller travailler ce sujet-là et nous propose un bonus. Je vous souhaite donc un très bon épisode et une bonne écoute. Bonjour Clotilde. Bonjour Delphine. Merci de me faire l'honneur d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui pour démarrer ce mois de novembre. Et Clotilde, je te propose de te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Merci Delphine pour cette invitation. Je suis très heureuse d'apparaître sur ce podcast que j'écoute de façon fidèle. Donc je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée et je suis aussi chef d'entreprise. Je suis la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie et la créatrice également d'un podcast de développement personnel et de coaching qui s'appelle également Change ma vie. Et donc, Change ma vie, c'est une entreprise de coaching qui propose un programme de coaching qui est entièrement en ligne et sur abonnement. Donc, c'est notre offre principale. Et on propose également un podcast pour diffuser plus largement ces outils et ces enseignements autour de la gestion des émotions et aussi de la compréhension de nos mécanismes intérieurs. Podcast qui était assez pionnier parce que tu l'as commencé en 2017, à l'époque où en France, il y avait encore vraiment très très peu de podcasts. C'est tout à fait ça. Le podcast, je l'ai créé en 2017. On a dépassé il y a pas très longtemps les 25 millions d'écoutes depuis son lancement. Et c'est vrai que le podcast c'est vraiment bien développé sur ces dernières années. Et ça, j'en suis très heureuse parce que on a tous les jours beaucoup de retours de personnes qui disent qu'ils ont changé leur vie rien qu'avec le podcast. Donc pour nous, c'est un pari gagné. Et autre remarque que je me faisais en préparant l'épisode, parce que je repensais, parce que moi j'ai écouté ton podcast tout de suite, je te suivais en tant que blogueuse culinaire et donc j'aimais beaucoup le format podcast. Et je me souviens que je commençais à beaucoup en parler autour de moi, mais que finalement la notion de développement personnel à l'époque était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. On oublie. Mais quand tu l'as lancé, je me souviens de pas le proposer à tout le monde parce que je savais que pour certaines personnes, ça allait être un petit peu étonnant. Et je me suis dit, est-ce que c'est ton entourage ou est-ce qu'effectivement, quand Clotilde l'a commencé, parce qu'on oublie tout ça, c'était encore quelque chose qui n'était pas vraiment arrivé en France, en tout cas pas de cette manière-là. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte de nouvelle vague du développement personnel qui s'est développée sur les dernières années et qui, à mon sens, a démarré aux États-Unis. Et moi, c'est comme ça que j'en ai eu connaissance. Et c'est finalement un développement personnel qui est moins sur regardons toutes nos douleurs, tout ce qui nous fait souffrir, toutes nos faiblesses, toutes nos blessures, et plus dans la vie que je vis. Comment est-ce que je fais pour l'habiter aussi pleinement et aussi joyeusement que possible? Et pour m'élancer vers mes projets et la suite de ma vie avec autant d'enthousiasme et d'élan que possible. Donc on est finalement, pour moi c'est ça que m'a apporté le coaching. C'est vraiment une façon de se dire on n'a qu'une seule vie et on peut effectivement passer du temps à se dire voilà tout ce qu'on n'a pas eu, tout ce qu'on nous a pas donné, tout ce que les autres ne nous apportent pas et voilà et essayer de se consoler de ça. Ça peut avoir sa place, mais moi ce qui m'intéresse plus c'est de se dire voilà aujourd'hui et demain qu'est-ce que je fais pour me dire que cette vie unique qu'il m'est a priori donné de vivre, comment est-ce que je fais pour la vivre de la façon qui me ressemble le plus, en fait. Et donc après s'ouvrent toutes les problématiques de qu'est-ce que c'est pour moi qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, à quoi ressemble pour moi le succès, qu'est-ce qui m'épanouit moi, et donc finalement dessiner un chemin de vie qui nous ressemble à chacun et à chacune, mais qui est du coup unique. Qui est personnel. Et c'est amusant parce que toujours en préparant, je me suis dit tiens, comment est-ce que tu qualifies son podcast? Et je te lis mes notes pour te dire. Je disais, moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'était un format court, à la fois joyeux et profond, questionnant et très concret. En fait, j'ai aimé cette approche qui était qui ne te prend pas la tête dans le sens du, tu vois, parce qu'il y avait toujours, voilà, il y avait à la fois ce ton toujours joyeux en posant des questions fondamentales et
ça pose des questions, mais on arrive très vite à un exercice concret. Donc on reste pas en l'air, en fait, quelque part. Et je pense que ça aussi, c'était le côté très novateur de ton format, en tout cas que moi j'avais beaucoup apprécié. Et peut-être dans l'évolution du développement personnel qui à l'époque était utilisé par certains, mais sur des volets qui étaient quand même, il fallait aller le chercher, c'était pas forcément accessible à tout le monde, en tout cas pas, ça donnait pas envie à tout le monde. Voilà, donc c'est pour la parenthèse, mais je trouve que c'est important pour comprendre aussi ton approche après. Et le sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi, parce qu'on a eu cette conversation, Clotilde, tu me parlais de ton expérience de manager, et on s'est mis à aborder la place des émotions dans le management. Et tu parlais d'ailleurs, tu disais que chacun est différent, qu'on a tous nos notions du succès, donc on a tous notre notion du management. Moi, je défends beaucoup ici le fait qu'il n'y ait pas un modèle, mais beaucoup de modèles, et que chacun trouve son modèle. Et quand je dis chacun, c'est l'individu, mais l'entreprise aussi. Et donc par rapport à ça, en fonction de qu'est-ce que tu penses, toi, de la place des émotions et comment est-ce qu'on peut les gérer très concrètement? On va y revenir. Oui, alors, en fait, moi, ce qui m'est apparu, donc aujourd'hui, Change ma vie, on est à l'heure où on enregistre, on est 9. On a 2 personnes qui nous rejoignent d'ici la fin de l'année et une 12e qui est en cours de recrutement, donc on sera bientôt 12. Moi, j'ai longtemps été solopreneur, donc je suis à mon compte depuis 2005, mais j'ai pendant très longtemps été juste moi ou alors juste avec une assistante. Et en fait, ce qui m'est apparu en construisant une équipe, c'est que le volet émotionnel de la construction d'une équipe et de la conduite d'une équipe, donc tout ce qui est leadership et management, en réalité, le volet émotionnel de ça est largement passé sous silence quand on lit des choses, donc que ce soit des livres, des articles, etc. sur le management. En fait, c'est beaucoup de tactiques, de stratégies, des modes d'organisation, des systèmes, des logiciels. Et en réalité, la partie humaine du ressenti de chaque personne, donc aussi bien la personne qui manage que la personne qui est managée, finalement, c'est ce volet-là est le grand absent de ces discussions autour du management. Et mon intuition, c'est que la raison à ça, c'est que on est dans une société dans laquelle globalement, les émotions, c'est de l'ordre de l'intime ou de la pudeur, quand c'est pas jugé une faiblesse ou un truc de femme, en fait. Et donc, en fait, pendant longtemps, le monde de l'entreprise a été porté par une énergie clairement masculine, donc pas que des hommes, mais une énergie masculine, dans laquelle finalement on est dans des considérations de performance, de résultats, de chiffres, de rationalisation, de processus, etc. Donc, on est dans quelque chose d'une certaine forme d'ingénierie de l'humain. Et du coup, quand on aborde ça avec une sensibilité, un contact avec ses émotions, alors choisi ou pas choisi, mais on s'aperçoit qu'en réalité, on se dit, je sais quoi faire concrètement, c'est-à-dire on me dit de faire un entretien trimestriel, on me dit de fixer des objectifs, on me dit de faire du feedback, donc moi je veux bien, mais la façon dont je me sens en le faisant, personne ne m'aide avec ça, et la crainte que j'ai de comment l'autre personne va se sentir en recevant mon feedback, en ayant des objectifs, etc. Ça non plus, on ne m'a pas donné d'outils pour gérer ça. Et donc, fort heureusement, moi, je suis arrivée à la construction d'une équipe et au management avec déjà un bagage de coach et de coaching que j'avais utilisé pour moi-même, donc de compréhension de mes émotions. Et je vois à quel point ça a complètement changé l'expérience que j'en avais, parce que j'ai la capacité, grâce à ces outils, de faire la part des choses, en fait, entre qu'est-ce qui est de l'ordre, effectivement, de la performance, du résultat, de ce qu'on cherche à créer de façon tangible dans le monde, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la vie intérieure de chacun et de chacune, son bien-être émotionnel, parce que finalement, tout ça est important, mais ce ne sont pas les mêmes outils et les mêmes états d'esprit pour gérer ces différents pans de cette réalité du management. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Je suis très d'accord avec ce que tu dis sur cette vision. Il y avait une énergie très masculine qui est en train d'évoluer, et je pense que c'est important de dissocier l'aspect homme-femme de l'énergie, en fait, parce que on a tous une part de féminin, de masculin. Et cette évolution de l'énergie, elle se voit dans le monde un peu partout. Elle commence à se voir dans le monde de l'entreprise, avec de la résistance, avec des héritages qui sont lourds, donc qui sont pas évidents. Et je trouve que l'amener par la notion de la gestion des émotions,
et bienvenue, parce qu'encore une fois, je te parlais de ton approche qui est suffisamment subtile pour ne pas t'obliger à casser tous les schémas, parce que c'est compliqué. On a un héritage, et donc je trouve que c'est suffisamment subtil pour amener des changements profonds avec un regard qui va répondre aussi aux besoins de concret de certains d'ingénierie dont tu parles, parce que la façon dont tu approches les émotions, même si c'est sur les émotions, il y a une forme d'ingénierie, enfin il y a des outils concrets, donc il y a des choses auxquelles on n'est pas juste dans une réflexion globale, on est dans quelque chose qui s'ancre en fait. Mais bon, je pense que pour que nos auditeurs comprennent, on va rentrer plus précisément dans le sujet. Et je voulais voir avec toi justement que tu nous dises un petit peu comment est-ce qu'on peut les gérer, donc pour mieux intégrer ce volet-là dans notre management. J'aimerais qu'on le fasse dans différents moments. J'aimerais à la fois qu'on le fasse dans les moments où l'activité est intense, euphorique, a du succès, donc dans des moments de croissance ou de réussite, que dans des moments de difficulté. Et puis peut-être un troisième moment qui serait les moments de confrontation, en fait. Voilà, on a vraiment la partie, le business marche, ça marche, la partie difficulté et la partie confrontation, désaccord. Oui, tout à fait. Alors, le tout premier élément que je voudrais vraiment transmettre aux personnes qui nous écoutent, c'est que la gestion des émotions, avant de partir, enfin, on peut se dire, oh là là, c'est tout un truc, c'est tout un domaine, il me faut des outils, on me parle d'outils, etc. Il y a différentes configurations, etc. Et à mon sens, le niveau élémentaire, mais hyper important de la gestion des émotions, c'est simplement d'apprendre à se poser la question de comment est-ce que je me sens, c'est-à-dire quelle est là ou quelles sont les émotions que je ressens en ce moment, et d'avoir la possibilité de simplement d'observer ces émotions, de les accueillir, de ne pas paniquer, et aussi de se bâtir une sorte de vocabulaire émotionnel, c'est-à-dire est-ce que je suis capable à différents moments de ma journée de remarquer, ah bah tiens, là je me sens, alors ça peut être très élémentaire, ça peut être je me sens stressée ou je me sens détendue, je me sens enthousiaste ou je me sens découragée, voilà, on n'est pas obligé d'avoir le vocabulaire de Proust en matière d'émotion. Mais simplement le fait de se dire, je vais essayer dans mes journées de ne pas traverser ma journée comme un bulldozer, en étant en fond de cinquième et en cochant les cases au fur et à mesure, mais simplement en prenant de temps en temps un temps de respiration pour prendre avoir un petit bilan météo. Comment est-ce que je me sens? Parce qu'en fait, finalement, le pire qu'on puisse faire, c'est de négliger cet aspect-là. Et du coup, d'être de passer en force. Alors que parfois, on s'aperçoit simplement qu'on a un moment de découragement, on a un moment, une montée de stress. Et en fait, on a besoin de le prendre en compte. Et ça va pas nécessairement gâcher la journée ou nous prendre énormément de temps. Mais si on passe en force, en réalité, c'est ça qui fait qu'en fin de journée, quand on a par exemple un conjoint ou des enfants ou d'autres personnes qui rentrent à la maison, et en fait toutes ces émotions qui n'ont pas été prises en compte et reconnues pendant la journée, c'est à ce moment-là qu'on peut exploser, se disputer, crier sur ses enfants ou au contraire fuir en fait sa journée en s'oubliant dans des séries ou au fond du paquet de gâteaux. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de se dire au fil de la journée en tant que professionnel, on ressent des émotions, c'est complètement normal parce que l'être humain est un être d'émotions, enfin on a cette dimension-là. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour rester connecté au fil de ma journée aux émotions que je ressens? Ok, effectivement. Et tu as un tips pour y penser? Il y a une façon. Alors, il y a différentes, voilà. En fait, on peut imaginer différents types d'astuces parce que, comme tu le dis, c'est justement la difficulté, c'est d'y penser. Et donc, en fait, nous, ce qu'on recommande aux personnes qu'on accompagne, ça peut être soit de se mettre une alerte sur son téléphone, c'est-à-dire peut-être le matin à 11h et l'après-midi à 16h, il y a mon téléphone, j'ai une alerte qui me dit comment tu te sens, et puis je prends juste quelques secondes pour me poser vraiment la question. Et puis après, il y a c'est par exemple, à chaque fois que je me lève pour aller aux toilettes ou me servir un verre d'eau, ou à chaque fois que je passe l'encadrement d'une porte, ou voilà, d'avoir un peu d'essayer de mettre en place une astuce qui est simplement une sorte de rappel, de me poser la question, comment ça va? Ouais, ou quand je vais me servir un café ou un verre d'eau, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est quelque chose qui est assez utilisé on utilise beaucoup ça en icebreaker dans les animations. Le fait de commencer par quelles sont vos émotions, avec peut-être un travers, c'est qu'on demande aux personnes de les partager. Et parfois, je pense que c'est juste bien qu'elles fassent le check pour elles, mais pas forcément de les partager, parce que dès qu'on les partage, on commence à être en représentation, et je suis pas sûre qu'on partage vraiment toujours l'émotion qui nous traverse.
qui parfois est déjà compliqué pour soi à assumer. Donc voilà, donc ça me fait penser à ça. Et c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, de dire voilà, quand on est en réunion, pensez à dire à chacun, tiens là, faites le check, comment vous vous sentez. Vous n'êtes pas du tout obligé de le partager, mais juste que vous fassiez aussi cet exercice pour vous en fait, parce que je parlais de transmettre et je pense que c'est important. Ça peut nous aider aussi à y penser pour nous, parce que voilà. Donc ça peut être une hygiène. Tout à fait. Et je pense que c'est intéressant aussi, ça contribue à parce que là en fait la pratique que moi j'évoquais, c'était vraiment une pratique entre soi et soi. Oui. Mais je pense que d'une façon plus générale au sein d'une équipe, pas plus on donne de place, mais à partir je pense que c'est une bonne clé de se dire on va envoyer le signal que on peut parler d'émotions, que c'est pas parce qu'on parle d'émotions qu'on va être jugé faible ou fragile ou etc. Et en fait, finalement, c'est ça aussi que les managers peuvent apporter, c'est que c'est très vulnérable de parler de ces émotions dans un environnement dans lequel la conversation ne préexiste pas. Et donc, un manager qui pourrait ou une manager qui arriverait en réunion en disant à partir de maintenant, quand on commence le point du lundi, on va juste prendre un petit instant chacun pour se poser la question à soi-même. Comment est-ce que j'aborde ma semaine? Quelle est l'émotion principale avec laquelle j'aborde la semaine? Ça contribue à créer un espace de conversation autour de ça. Oui, et je pense que la parole finira par se libérer sur le sujet parce que ça devient après une habitude et quelque chose de beaucoup plus facile à intégrer. Comment est-ce que, je voulais qu'on focalise, je te parlais des moments de succès, l'activité intense d'euphorie. Tu parlais de moments où on est un peu dedans dans le tunnel et ça en fait partie aussi parce que dans ces moments on est mu par une adrénaline qui fait on avance très vite et peut-être qu'on oublie aussi un petit peu justement ce qu'on est en train de ressentir, ce qu'on est en train de vivre. Et j'aime à dire souvent on oublie de capitaliser dessus aussi, de comprendre ce qui se passe et pour s'en souvenir dans les moments peut-être plus difficiles et puis aussi parce que je pense que c'est aussi important de comprendre quand on a des émotions très fortes positives. Oui, c'est tout à fait exact et je pense que là ça rejoint le sujet des rituels d'équipe et des cultures d'équipe finalement où la question à se poser c'est dans quelle mesure est-ce que je crée de l'espace pour célébrer les victoires alors les victoires individuelles, les victoires d'équipe et finalement on s'aperçoit que comme on vit dans un monde dans lequel on avance globalement très vite et il y a une glorification de la vitesse, du rythme, de la croissance. En fait, on peut oublier dans les moments où on a rempli un objectif, où on a mené un projet à bien, où il y a une personne qui a fait quelque chose de particulièrement réussi ou même surmonté une difficulté. On a tendance à oublier de donner de la place à ça. Et je pense fondamentalement que les humains se connectent par leurs émotions. Et donc, plus on peut, dans les moments où ça se passe bien et où ça va bien, partager ces émotions et se réchauffer au soleil finalement de ces émotions positives qu'on ressent quand ça se passe bien, en fait, on remplit une sorte de compte bancaire dans lequel on peut puiser à des moments où peut-être, comme tu l'évoquais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des incompréhensions, des différences d'opinion, voire même du conflit. Et en fait, si on oublie de remplir ce réservoir-là, on peut pas puiser dedans quand ça va moins bien. Et justement, tu parlais de conflit. C'est vrai qu'un conflit, un désaccord, c'est souvent de deux opinions qui sont différentes, mais je pense que les émotions ont un rôle très fort là-dedans, puisque bien souvent on s'aperçoit souvent quand on est en désaccord avec quelqu'un, quand on arrive à discuter de manière un peu plus, je vais pas dire froide, mais de manière un peu plus factuelle, etc., qu'en fait on n'est pas forcément en désaccord, qu'on a des points de vue complémentaires ou qui peuvent se nourrir. Mais souvent on est uniquement sur l'émotion. Donc comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et tu parlais de vulnérabilité tout à l'heure, est-ce que c'est se dire, avoir la faculté à se dire, ok, là, on pose tout, on est conscient chacun on a beaucoup d'émotions qui nous traversent, on prend le temps de les formaliser, voilà, je sais pas, vas-y, dis-nous. Oui. Alors, je pense que, idéalement, c'est quelque chose qui se construit par temps calme. En fait, c'est une image que j'utilise souvent, c'est on n'apprend pas à naviguer dans la tempête. Voilà, si je prends des cours de voile, on va pas m'envoyer tout de suite par gros temps en plein milieu des courants. Et donc idéalement, cette capacité à avoir des discussions dans lesquelles chaque personne est consciente
de l'énergie émotionnelle avec laquelle elle arrive et de ses craintes, de sa peur d'être jugée, de sa peur de ses jugements de l'autre également. En fait, plus on pratique ça dans le quotidien de la collaboration, plus finalement ça, on peut s'appuyer dessus dans des moments d'incompréhension ou de conflit. Je pense que c'est très difficile de démarrer cette relation de vulnérabilité et de prise en compte des émotions des uns et des autres quand justement quand justement les émotions sont vives et probablement pénibles, voire hostiles entre les individus. Et donc, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. Et donc, selon les équipes ou selon les modes de management, ça peut se mettre en place de différentes façons. Mais l'idée, c'est de se dire, même au quotidien, même quand il n'y a pas encore de conflit ou d'incompréhension, en réalité, dans toutes nos interactions, on arrive tous avec, il y a quelque chose qu'on veut, il y a quelque chose qu'on voudrait idéalement obtenir de l'autre personne en termes de résultats, en termes d'action. Et puis il y a nos craintes, il y a notre anxiété, il y a notre envie il y a nos intérêts, il y a les intérêts de l'autre, il y a la peur de froisser, il y a la peur de peut-être en demander trop, en demander pas assez, etc. Donc en fait, on vient tous avec tout un tas de pensées au sujet de nous, de l'autre personne et de l'interaction. Et chacune de ces pensées-là crée des émotions. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour toujours aborder, autant que possible, aborder mes échanges avec les personnes de mon équipe en portant toujours mon attention sur notre intérêt commun. C'est-à-dire que quand je demande à une personne de faire quelque chose, c'est pas pour me faire plaisir, c'est pas et c'est pas pour la brimer non plus. C'est toujours parce que, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, on veut tous ramer dans un même sens. Et donc, en fait, la raison pour laquelle je lui demande ça ou la raison pour laquelle je lui fais ce feedback, c'est parce que je voudrais qu'elle puisse aligner ses actions sur ce qu'on cherche de façon commune à accomplir. Et en fait, plus on peut s'exercer à faire ça, moins on est dans la peur d'être jugé ou les jugements de l'autre, parce qu'en fait, finalement, nous, en tant qu'individus, on s'efface, mais d'une façon positive, au service du projet commun. Et à ce moment-là, l'autre personne est beaucoup plus en mesure de recevoir soit l'objectif, soit le feedback, etc. en se disant, elle me dit pas ça parce que elle trouve que je suis nulle et que je fais pas mon boulot correctement. Elle me dit ça parce que collectivement, la raison pour laquelle on est là, c'est pour faire avancer un projet. Et elle me dit que pour faire avancer le projet, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et donc ensuite, on peut en discuter. Mais en fait, l'idée, c'est autant que possible, nos émotions sont beaucoup moins vives et beaucoup plus faciles à prendre en compte quand on se sent pas personnellement en danger, en fait. Ouais. Et en réalité, l'être humain est constamment, se sent constamment en danger de diverses façons. Et c'est vrai que notre place au sein du groupe, la valeur que les autres nous accordent, la validation des autres, etc. On a un détecteur hyper fin qui peut s'activer à tout moment. Et c'est, on m'a dit ça en réunion, oh là là, ça veut dire que ma place est remise en cause. Si je lui dis ça, elle va trouver que je suis trop comme ci ou pas assez comme ça, et donc ma place va être remise en cause. Et en fait, je pense que moi, ça me passionne de me dire, moi, j'ai ce discours-là dans ma tête, mais toutes les personnes qui m'entourent ont ce discours-là dans leur tête à des degrés divers et à des volumes divers au fil de leur journée et peut-être de leur évolution professionnelle. Ouais, complètement. C'est très intéressant de prendre effectivement ce regard. Pour finir, si on devait le traduire dans une posture de leadership, parce que quand tu parles, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, c'est un peu la posture, c'est un peu de prendre de la hauteur et d'essayer de regarder ce qui se joue, de comprendre. J'entends une deuxième chose qui est de dire ne voulons pas tout faire tout de suite, c'est-à-dire que finalement, comme tu disais, c'est des pratiques qu'il faut rentrer un petit peu dans une routine. Donc voilà, ne pas vouloir se lancer sur quelque chose qui pourrait à la limite déstabiliser l'équipe. Ce qui est souvent le cas parfois quand on veut changer les pratiques managériales, parce que il y a parfois un travers que je remarque, c'est qu'on réfléchit beaucoup nous-mêmes, donc on mature, et puis on balance ça à l'équipe qui n'a pas du tout maturé, qui comprend pas trop ce qui se joue, et qui donc va pas oser partager parce qu'elle se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc j'aime bien l'histoire de la routine. Voilà, donc j'essaye un petit peu de voir comment toi tu formaliserais si tu avais comme ça en récapitulatif de dire au manager finalement il y a une chose à faire. Alors, tu as parlé de cette routine à intégrer avec l'équipe, mais dans sa posture. Alors, pour moi, la toute première étape, c'est d'abord de s'approprier ces outils-là pour soi. Ouais. Parce qu'en fait, on va pas pouvoir
aider notre équipe à gérer ses émotions et à gérer son énergie émotionnelle si nous-mêmes on ne le fait pas. C'est vraiment comme en parentalité en fait. On peut pas aider les enfants si soi-même on est en vrac avec nos propres émotions. Donc la première chose à dire c'est d'abord d'intégrer ces outils-là pour soi pour être au plus près possible d'une gestion émotionnelle et d'une résilience émotionnelle aussi qui nous convient. Et en réalité, une fois que ça c'est en place, finalement ça se diffuse dans tous nos échanges. C'est-à-dire que si moi, je suis en paix avec mes émotions et très consciente de mes émotions, quand je vais avoir un échange avec une personne que j'encadre, eh bien, en fait, par effet de miroir, je vais pas avoir trop de mal à imaginer les émotions qu'elle peut ressentir et donc je vais avoir quelque chose de beaucoup plus naturel dans la conversation. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'idée, c'est que ça va dépendre aussi beaucoup du type de personne qu'on a en face de soi et du type de culture d'entreprise. Est-ce que c'est une culture d'entreprise dans laquelle on pourrait, à l'occasion de journées d'équipe ou d'un séminaire d'entreprise, faire une session un peu d'éducation émotionnelle d'une façon ludique qui ouvre la conversation, ou est-ce que c'est quelque chose qui va, par exemple, si on travaille dans l'industrie ou dans le BTP où c'est pas encore du tout ancré comme selon qu'on travaille dans la communication ou dans le BTP, bien sûr que les cultures sont assez différentes. Ouais. Et donc, je pense qu'il va falloir voir qui on a en face de soi. Est-ce qu'il y a une ouverture préexistante, une appétence à ça? Et à ce moment-là, on peut s'engouffrer et avoir des discussions autour de ça, peut-être partager des lectures, partager des podcasts, etc. Et parce que je pense que c'est quelque chose qui se co-construit plutôt qu'il ne s'impose. Parce qu'en fait, moi, en tant que membre d'une équipe, si on me dit, bah ouais, tous les matins, tu vas écrire sur le tableau comment tu te sens, si je l'ai pas choisi et que moi j'ai rien demandé, ça va pas passer du tout. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se co-construit et qui demande aussi d'avoir un socle de confiance dans la relation. Et donc, il faut aussi laisser aux personnes le temps notamment de s'installer dans une équipe. Moi, j'ai vu ça dans mon équipe, c'est-à-dire que au départ, j'ai embauché des coachs qui, du coup, étaient très au courant de ces outils-là et très en contact avec leurs propres émotions. Donc, en fait, on a pu aller assez vite dans ce type de conversation. Et puis après, on a embauché des personnes qui n'étaient pas coachs, qui étaient intéressées par le coaching, mais qui n'étaient pas coachs. Et on s'est aperçu que pour elles, la capacité à exprimer leurs émotions, y compris quand c'était des émotions plus difficiles, et ben en fait, il y a une vraie confiance qui doit se former pour qu'elles puissent se sentir pour qu'elles puissent se sentir à l'aise de le faire. Et donc, je pense que c'est intéressant de se dire, c'est à l'échelle individuelle, il faut laisser aux gens le temps de s'installer dans ces modes de fonctionnement et leur demander leur avis aussi, c'est-à-dire leur dire est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous convient, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on vit comme hyper intime, ça se passe vraiment dans notre corps, les émotions, et donc ça ne s'impose pas par une circulaire départementale, quoi. Non, c'est clair. Et par rapport à ce que tu dis, je pense pour nos auditeurs et nos auditrices que ça peut se faire. Effectivement, dans une culture du BTP, ça peut être plus compliqué à instituer, mais ça peut se faire aussi en respectant les étapes que tu as données. Je pense que ça peut se faire absolument partout, parce que c'est parfois surprenant. Et je pense aussi que c'est important aussi à dire, parce qu'on a parfois là des managers qui nous écoutent, qui évoluent dans des grands groupes, qui vont peut-être dire, mais nous, la culture de faire l'émotion dans nos grands groupes, c'est zéro. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le faire au niveau de leur équipe. Je crois qu'il faut aussi effectivement commencer par soi et après avoir confiance dans l'impact qu'on peut avoir à notre propre niveau. Et pour terminer, j'ai pas pensé à te le demander en amont, donc si ça ne vient pas, de toute façon, je mettrai dans les notes de l'épisode. Mais peut-être que tu as quelques épisodes de Change ma vie qui te viennent comme ça à l'esprit, qui pourraient être assez fondateurs pour. Alors moi, je pense au modèle de Brooke parce que c'est quand même le fondement de l'approche qui est. Je pense dans tes premiers épisodes, mais je sais pas, tu as peut-être un ou deux épisodes qui peuvent être utiles pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin dans la réflexion et mieux comprendre. Alors, ce que j'aimerais recommander, c'est on a créé un contenu gratuit qui s'appelle le cahier de l'indépendance émotionnelle, qui est que les personnes qui nous écoutent peuvent télécharger gratuitement. Donc c'est sur changemavie.com/mesémotions en un seul mot. Donc il y a pas d'accent, juste changemavie.com/mesémotions. Et donc c'est un livret qu'on a créé pour justement poser les bases de cette idée d'indépendance émotionnelle qui consiste à se dire, en fait, les émotions que je ressens sont créées par mes pensées.
pas par ce que dit mon manager ni ce qu'ont dit les personnes de mon équipe. Et j'ai la capacité, du coup, d'influer sur ma météo émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi un changement de paradigme majeur et qui change absolument tout. Et donc pour moi, je pense que l'apprentissage de ce concept d'indépendance émotionnelle, c'est vraiment ce qui a changé ma vie le plus radicalement. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on a voulu créer un contenu qui y est structuré et qui donne des mises en pratique qui seront tout à fait adaptés aussi que ce soit dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel, pour justement voir de quelle façon est-ce que on peut prendre la responsabilité de nos émotions pour ne pas en confier la responsabilité aux personnes qui nous entourent et naviguer de cette façon-là en donnant de la place à nos émotions, mais sans y réagir, en étant capable de faire pause quand il y a une situation de grande émotion. Donc, je pense que ce serait une bonne première étape. Merci de le rappeler. C'est vrai que moi, je l'avais utilisé et tu vois, tu me donnes envie de le passer à ma fille aînée, qui est ado, qui est en terminale, et je vois que là, c'est la montagne émotionnelle. Enfin, c'est les montagnes russes émotionnelles, et du coup, voilà. C'est bien. Et en plus, on vient d'en créer une nouvelle édition. On le révise régulièrement, et donc là, il y a une nouvelle édition qui vient d'être mise au point. Eh ben super, merci beaucoup. Je mettrai bien sûr le lien dans les notes de l'épisode. Clotilde, merci beaucoup pour ton temps, pour tous ces conseils qui ont beaucoup de valeur, puisqu'à la fois c'est ton regard de coach, mais aussi ton regard de manager qui se croise là, donc avec beaucoup de vécu. Donc merci, et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.